success on the next month by just being competitive, being here, being gritty. Just fucking compete. En France, c'est soit à 18 ans, tu es extrêmement fort. La fédération, les plus grands, voilà, les plus grandes académies sont voilà, à ton aide et te proposent beaucoup de choses. Si tu es juste derrière, c'est débrouille-toi, quoi. C'est sauf qui peut. On a longtemps parlé comme une voie de garage, comme aller aux États-Unis, c'est parce qu'on ne peut pas y arriver en France. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est trop compliqué de pouvoir lier les études et le tennis en même temps. C'est devenu un projet un peu à la mode. Aujourd'hui, c'est celui qui ne va pas aux États-Unis, il n'est pas dans le coup. Salut Charlie. Salut. Déjà, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. On va parler du documentaire que tu as réalisé, qui s'appelle La ruée vers l'Ouest. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de tes activités? Donc moi, c'est donc Charlie Courant. Je suis co-réalisateur du documentaire donc La ruée vers l'Ouest avec Marion Huguet qui a mis ce documentaire en images. Et donc c'est un sujet sur le tennis universitaire américain. Et on est parti en fait à la rencontre de ces Français qui partent sur le circuit universitaire américain pour raconter un peu l'attrait de plus en plus important du circuit US américain chez les jeunes Français qui jouent au tennis en France. Comment t'es venue l'idée de te mettre sur ce projet? Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup du tennis universitaire aux États-Unis. Beaucoup de jeunes veulent y aller, veulent décrocher des bourses. Voilà, comment ça t'est venu? En fait, ça fait pas mal d'années que le sujet m'intéresse parce qu'en fait, à chaque fois, je regarde les tableaux des 250, des 500, des challengers surtout, et je vois plein de mecs qui sortent ou de joueuses. Et je me dis, mais d'où ils sortent en fait ces joueurs? C'est quoi leur parcours? Et je me rends compte qu'en fait, ils viennent pour beaucoup de facs américaines. Et donc, ça m'a donné envie de me renseigner, d'en savoir plus sur ces joueurs et de comprendre donc d'où ils viennent, et notamment via le prisme des joueurs français qui sont de plus en plus nombreux à partir chaque année. Là, on a eu en 2024 95 Français et Françaises qui sont partis sur le circuit américain. Donc, c'est un phénomène qui est en train d'exploser et ça m'a intéressé et je voulais en savoir plus et donc montrer le quotidien de ces Français qui partent chaque année. Et alors, pour monter un projet comme celui-ci, comment ça se passe? Combien de temps ça te prend de mise en place, d'organisation? En fait, entre le moment où on a l'idée, on la pitch au rédacteur en chef de l'équipe Explore, et le moment où ça sort, il y a plus ou moins 1 an et demi de projet. C'est-à-dire qu'au début, il faut avoir l'idée, la proposer, faire un pitch pour justement la vendre aux médias. Il faut qu'elle soit acceptée. Ensuite, il faut caler les personnages, caler les universités où on est allé. Ensuite, tourner sur place. Donc, on a dû avoir un calendrier fidèle au calendrier universitaire. Donc, en fait, premier semestre pour le premier personnage, deuxième semestre pour le deuxième personnage. Donc voilà, ça a pris du temps. C'est un gros projet sur le long terme, quoi. Et tu parles du pitch. C'est vrai que c'est quelque chose qui généralement intéresse les gens, tu vois. Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que c'est très rapide? Faut aller droit au but? Disons qu'il y a un peu de temps pour germer l'idée, avant qu'elle soit vraiment bien claire dans mon esprit déjà. Et ensuite, il faut donc d'abord contacter le média. Il va ensuite nous répondre dans un délai de plusieurs semaines, plusieurs jours, ça dépend. Et ensuite, on a un rendez-vous en général avec le rédacteur en chef et on discute de l'idée. Ensuite, on crée un dossier, donc un dossier de plusieurs pages, dans lequel on présente vraiment l'idée très précisément avec les personnages qu'on a envie de rencontrer, les facs où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut montrer à travers les images, une note d'intention. Et voilà, donc c'est un gros dossier qu'il faut préparer, ça prend pas mal de temps. Et donc je dirais que voilà, il y a un bon mois de travail avant de vraiment que le dossier soit validé et que le doc soit acheté, quoi. Et sur place, du coup, vous étiez une équipe de combien de personnes? On était donc deux, on a tout fait à deux, donc avec Marion Huguet, la co-réal du documentaire, et donc moi, on a tout fait tous les deux, avec donc sa caméra. Il y a une deuxième caméra pour les interviews posées, plus longues. On a tout fait avec une caméra, une deuxième en backup, et tous les deux. Donc c'est un projet vraiment en indépendant, soutenu par l'équipe, du coup, qu'on remercie aussi. Mais voilà, c'était notre premier documentaire. Comment tu t'as choisi celles qui sont évoquées dans le documentaire? En fait, déjà, on voulait une fac où forcément une ou un Français partait. Donc ça a quand même restreint les choix. On voulait aussi que le premier personnage soit une fille, pour ne pas traiter que l'aspect tennis masculin, parce que le tennis féminin a aussi une part importante dans ce phénomène-là. Donc après, on a ciblé les quelques joueuses. On a contacté aussi des agents pour savoir un peu quel Français allait partir là dans les prochains mois. On voulait quelqu'un qui parte en août. Et donc, on a fini par trouver Anna, avec qui on s'est directement bien entendu. Ça a bien matché. Elle avait un
un profil très mature. C'est une jeune fille vraiment très mature. Et ça a tout de suite matché. Et pour le deuxième joueur, pareil, j'ai regardé, j'ai écumé tous les joueurs français dans le top 100 NCAA. Et j'ai regardé les facs qui correspondaient et Kentucky marchait bien. Parce qu'en fait, c'est une fac où il y a un coach français, Cédric Kaufmann. Et du coup, c'était parfait pour nous d'avoir aussi le regard d'un coach français, ancien joueur, qui maintenant est un coach quasiment le plus américain des Français, comme on le dit dans le documentaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Puis après, on cale, on appelle les facs, on essaie de voir avec les joueurs s'ils sont intéressés. Et donc, ça prend encore un peu de temps, quoi. Et effectivement, c'est important de choisir des bons profils parce que c'est pas forcément évident de parler devant une caméra, de s'ouvrir un peu sur des choses que les gens ne voient pas forcément. Dans quelle mesure c'est difficile, tu vois, de trouver ce type de profil en fait? Bah, c'était un peu l'inconnu qu'on avait, nous. C'était un peu le gros défi, c'est de trouver des joueurs au profil et au parcours intéressants et aussi des joueurs qui sont capables de bien raconter ce parcours, en fait, de bien le mettre en avant, de bien l'exprimer. Et ça, c'était un truc qu'on avait du mal à savoir avant de les rencontrer parce qu'on a beaucoup calé par téléphone. On s'est beaucoup appelé avec les personnages, mais on les avait jamais vraiment vus. Donc, à part Anna, là, qu'on a pu voir quelques semaines avant à Plaisir dans son club, avant son départ. Donc, c'est un peu l'inconnu. Mais globalement, c'est des jeunes qui ont la tête bien faite, qui s'expriment bien, qui savent pourquoi ils sont partis, parce que c'est des joueurs matures. S'ils partent à 18 ans aux États-Unis, c'est que c'est quand même des gens qui ont une bonne idée de ce qu'ils veulent faire ensuite. Donc, pour le coup, on a été agréablement surpris par leur manière de s'exprimer, leur manière de nous montrer leur quotidien. Ça, c'était quand même assez cool. Quels sont leurs classements, du coup, avant qu'ils partent aux États-Unis? Alors, Anna, donc la première personnage, Anna Verrou du documentaire, elle était moins de 6 en partant, il me semble. Et Charles Elie, il est parti à moins 15, donc un niveau assez énorme. Et du coup, Lucas Poulain, qu'on a suivi en troisième personnage, lui, il était, au moment où on tourne le documentaire, il était dans le top 260, il me semble. Il s'est blessé ensuite, donc forcément, il a perdu un peu en classement. Mais voilà, globalement, c'est ces niveaux-là, quoi. Dans les meilleurs facs, c'est entre moins 2, moins 4, moins 15. Et comment ça se passe du coup? Ils partent aux États-Unis, ils ont une bourse parce qu'ils ont des bons résultats scolaires. Comment tout ça s'organise finalement? En fait, tout ça s'organise via l'intermédiaire d'agents, dans la plupart des cas. C'est donc des agents qui mettent en relation la famille du joueur ou de la joueuse avec des coachs qui recherchent tous les ans de nouveaux joueurs, en fait, pour remplir leur line-up et jouer dans leur fac. Donc, c'est en fait un système avec un agent qui négocie donc des bourses dans les toutes meilleures facs. Et si le joueur a un classement comme un Charlie Lee qui a un moins 15, forcément, un joueur moins 15, il va être voulu par les meilleures facs et donc avec globalement des bourses à 100%, c'est-à-dire que tout est financé pour lui, c'est-à-dire il paye pas son académie, enfin il paye pas l'aspect académique, l'aspect tennistique, il paye pas le logement, la nourriture, voilà, tout est financé, absolument tout est financé à 100%. Des fois c'est 80%, donc il faut rajouter une partie soi-même. Mais voilà, pour les tout meilleurs, dans les meilleurs facs, c'est globalement des bourses complètes. Et une fois que tu es sur place, du coup, que tu fais les images, tu as une liberté totale de montrer ce que tu veux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en off, hein, des scènes qui peuvent être parfois difficiles, des coachs qui parlent un peu parfois dur. Comment ça se passe à ce niveau-là? Tu as eu toutes les Non, autorisations? pour le coup, alors ce travail-là se fait surtout en amont, avant le reportage, de bien prévenir l'université, de dire voilà, on va venir tourner un documentaire, on va venir 10 jours, une semaine. Qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on peut pas filmer en fait. Déjà avant, pour clarifier les choses, pour pas avoir de mauvaises surprises en arrivant sur place en disant ah non, ça c'est interdit. Non, on avait vraiment balisé le truc avant. Et après, sur place, une fois qu'on est arrivé, c'est vraiment une culture américaine, c'est-à-dire que là-bas, ils adorent être filmés. Il n'y a aucun problème avec le fait de filmer un entraînement, un coach, un discours. Au contraire, en fait, ça met en avant la culture de la fac, les couleurs de la fac. Bon, il y a des choses que... Non, il n'y a pas tellement d'exemples où on n'a pas pu filmer. Honnêtement, c'est plus après les coachs parfois qui disent bon, ben là, c'est bon, on enlève le micro, vous en avez assez, on filmera un autre jour, on continuera après. Mais on n'a eu aucune restriction vraiment sur tout ça. Il y a juste les cours parfois dans les amphis où on ne devait pas filmer pendant 1 heure le cours, ce qui est logique parce que le prof donne son cours. Mais sur l'aspect tennis, vraiment, c'est très ouvert. Tu t'étais évidemment renseigné en amont avant de venir sur cette culture américaine. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu étais sur place du coup? Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la qualité des infrastructures. On en parle un peu dans le documentaire, mais c'est vraiment des petites fédérations dans chaque fac. Il y a des universités avec 12 cours extérieurs, tout neufs, modernes, les lumières comme à l'US Open, comme on le montre dans le doc. C'est vraiment des infrastructures assez folles. Et deuxième chose, c'est une culture de la gagne, un mindset. Il y a vraiment ce truc-là de se dire, en fait, on peut battre tout le monde, comme Arthur Rinderknecht le dit bien dans le doc.
Et il y a vraiment un tennis collectif. On joue pour son équipe, on joue pour ses partenaires, pour les couleurs de la fac. On est à fond là-dedans, en fait, et c'est un tennis différent de celui du circuit, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Tu cites Arthur, qui a fait la fac. Euh, c'est vrai que je l'avais entendu une fois parler de son expérience, comme quoi ça l'avait forgé beaucoup, même pour le haut niveau maintenant. Enfin, ça, d'avoir été dans des ambiances parfois un peu chaudes, voilà, où il y a un gros forcément sentiment d'appartenance à la fac. Tout ça, finalement, ça aide pour plus tard. Ouais, carrément. Et là, on le voit récemment avec, pour citer que lui, mais Valentin Vachereau au calife de Roland qui s'en sort contre 2 Français sur des cours où l'ambiance est totalement hostile. Tout le monde est contre lui. Il s'en sort en 3-7 à l'arrache, au combat. Et en fait, c'est des joueurs qui ont matché pendant des années à Texas A&M contre des grosses facs, contre Georgia avec des ambiances assez folles. Et en fait, oui, ils sont habitués. Quand ils sortent après de ces facs, ils ont l'habitude, ils sont prêts à jouer ces matchs-là. Donc ça, pour le coup, ça les aide. Et puis, pendant 4 ans, tu fais des matchs, tu matches tous les jours, toutes les semaines. Donc ça, pour le coup, ça aide, quoi. Et est-ce qu'il y a, et forcément, ils continuent leurs études à côté. Est-ce qu'il y a un règlement strict, tu vois, où parfois tu peux avoir voilà, un avertissement parce que tu fais pas bien les choses? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est assez strict pour le coup, parce qu'effectivement, il y a toujours des cas de personnes qui respectent pas tellement le côté études, parce que maintenant, on arrive dans un système où on envoie tellement de très bons joueurs aux US que l'aspect académique est de moins en moins important pour certains. Mais les facs sont très stricts là-dessus, en fait. On peut te sucrer une bourse si tu fais n'importe quoi, si tu vas pas en cours, si tu suis pas ton diplôme. Et ça, pour le coup, là-dessus, ils sont très à cheval là-dessus. Donc, c'est un truc important. Les coachs, nous, à Kentucky, Cédric Hoffman nous disait, les gars, allez à la fac, en fait. Enfin, il leur disait, allez à la fac, à la bibliothèque, ensemble, en équipe, pour bosser. C'est important. Ça fait partie de votre bourse, donc il faut le respecter, quoi. Effectivement, parce que, comme tu le dis, en fait, et c'est là aussi où c'est un point important, parce que moi, pour avoir échangé déjà avec des joueurs qui avaient fait ces facs, tu rentres vraiment dans un univers complètement à part, où tu as un mélange de grosses compétitions, d'adrénaline très forte. Ouais. Tu fais plein de rencontres aussi, tu es dans un autre contexte, une autre culture. Ça doit pas être évident parfois de pas, entre guillemets, péter les plombs, tu vois. C'est ça, il y a un peu le côté, il y a un peu un phénomène de starification. C'est un peu moins vrai pour le tennis, mais quand même, on est sur des étudiants athlètes qui sont un peu les stars de la fac, qui sont mis en avant. Il y a des visuels sur Instagram toutes les semaines pour leurs matchs. Les gens viennent les voir, les autres étudiants viennent les voir. Et c'est vrai que tu peux vite basculer dans un côté un peu star, quoi. Alors c'est moins vrai que pour le basket ou pour le football américain là-bas, où pour le coup les étudiants sont vraiment des superstars du campus et même de la région entière. Mais oui, il y a ce côté-là en tennis. Après, les coachs sont souvent là pour leur rappeler qu'ils sont personne et qu'il faut passer au match d'après et que voilà, il faut rester un peu l'épée sur terre quand même, quoi. Est-ce qu'il y a, tu sais, au niveau des à côté, on a parlé beaucoup de préparation mentale, Ouais. de nutrition, prépa physique. Est-ce que tout est préparé de façon très précise, Ouais. très professionnelle? Ouais, nous on l'a surtout vu à Kentucky pour le coup, où en fait, donc c'est la 5e fac cette année du pays en tennis. Ils ont fini 5e en NCAA, championnat universitaire. Et c'est une fac où tout est mis à disposition. Ils ont des coachs mentaux, ils ont des physios, ils ont un coach tennis, des assistants coachs. Donc en fait, tout est mis en place pour qu'ils réussissent. Après chaque entraînement, c'est bain froid. Enfin, c'est des infrastructures et des conditions d'entraînement et de tennis qui sont assez folles, vraiment très proches du niveau professionnel en fait. Et voilà, nous, on l'a vu après l'entraînement de tennis, ils marchent 5 minutes sur le campus, ils se retrouvent dans la salle de physio où il y a les vélos, tout à disposition, la muscu, enfin, tout est à côté en fait. Et la grosse différence avec la France, c'est que Charles Lille disait bien, c'est qu'en fait en France, il faut rouler des fois 1 heure et demie pour aller faire le physio après le tennis. Donc ça, il n'y a pas de concurrent, on peut pas concurrencer ce système-là en fait en France. Ça coûte très cher, une fac américaine. On en parle parfois régulièrement. Tu vois, le tennis, c'est un sport qui reste plutôt sur des milieux privilégiés. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de milieux très privilégiés ou tu arrives quand même à avoir des passerelles? Si tu es très bon au tennis et bon à l'école également, c'est pas évident. En fait, c'est vrai que ça reste un sport, le tennis, pour les classes plutôt aisées, on va dire. C'est un peu le cliché, mais oui, globalement, aujourd'hui, tout le monde peut partir en fac américaine, quels que soient ses moyens, puisque le principe, justement, c'est de donner une bourse à un étudiant qui est très bon. Par exemple, un étudiant, un joueur qui serait -15 et qui n'a pas beaucoup de moyens, dont les parents n'ont pas les moyens, ça peut être une occasion en or, puisque justement, de par son niveau, il peut prétendre à des énormes facs avec des bourses complètes
Et donc, des facs où sinon il aurait payé 80 000 euros. Donc là, pour le coup, c'est une occasion en or. C'est pour justement pouvoir accéder à des choses dont on ne peut pas accéder si on n'a pas les moyens, quoi. Ça coûte combien à peu près une année? Ça dépend des universités, mais globalement, la fourchette large, c'est entre 40 000 euros et 105 000 euros l'année. Ça dépend des universités, mais globalement, c'est une somme énorme à sortir chaque année. Ça, c'est pour une seule saison universitaire, une seule année. Donc, globalement, on part pour 4 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. On va dire ne serait-ce que 50 000 euros x 4. Voilà, c'est un gros budget pour les étudiants non boursiers. Mais aujourd'hui, beaucoup de Français qui partent avec des bourses. Pas tous complètes, mais quand même, ils ont une bonne partie qui est prise en charge. Tu as insisté tout à l'heure sur le rôle des agents, justement, qui est primordial. Ouais. Forcément, qui connaissent les partenaires, les sponsors, pour faciliter plein de choses. C'est clair. En fait, c'est devenu un vrai business dans lequel ce métier-là, donc d'agent de joueurs, de placement de joueurs aux États-Unis, prend une place considérable parce qu'en fait, c'est eux qui font le lien entre les universités, les coachs américains, français, suédois. Il y a des coachs un peu de toutes les nationalités aux États-Unis. C'est eux qui font le lien en fait avec les familles et les joueurs. C'est eux qui placent les joueurs dans les facs, qui négocient leurs bourses, qui leur conseillent d'aller plutôt dans cette fac, dans cette fac. Donc ils ont un rôle prépondérant et oui, c'est un vrai business aujourd'hui. Des joueurs placés aux US, en France, il y en a une centaine chaque année. Donc, ils sont plusieurs sur le marché à se répartir un peu ce business-là. Et oui, ça prend une ampleur considérable. Et est-ce que tu sens qu'il y a une très grosse compétition, justement, entre les agents, entre les facs? Ouais. Ah oui, c'est un milieu C'est un milieu de ultra requin concurrentiel. très difficile. C'est très j'imagine, concurrentiel. Ouais. Il y a quelques agents qui ont la majorité du marché et ils se partagent ce marché-là, justement. Et oui, il y a une grosse concurrence parce que, comme tout phénomène qui devient un peu un phénomène business, un phénomène en train d'exploser, forcément, ça attire les convoitises. Et donc, c'est un métier qui est amené à se développer, je pense. On va en avoir de plus en plus des agents qui vont envoyer des Français aux États-Unis. Il y a une vraie concurrence. Et surtout, il y a une concurrence entre les universités qui est assez folle. Et notamment parce que les règles en vigueur qui viennent de sortir sur la NCAA autorisent maintenant les universités à payer les joueurs. Donc en fait, on passe un step encore jamais vu. Donc maintenant, c'est les universités qui ont le plus d'argent qui pourront attirer les tout meilleurs joueurs parce qu'ils vont, en plus de leur payer la bourse, ils vont maintenant pouvoir les rémunérer. Donc là, on change totalement de concept. C'est sûr que c'est encore une fois, très jeune, tu passes dans une autre dimension. Et justement, c'est un point aussi important. Mina, évidemment, si tu as des financements, ça veut dire que tu es très bon. Mais encore une fois, attention à ne pas se perdre aussi dans ce rouage un peu business, un peu… Exactement, c'est comme tous les systèmes, il y a des côtés positifs, d'autres moins. Mais c'est vrai que le système sportif universitaire américain est en train de devenir énorme. On le savait déjà avec le basket, avec le football américain, mais c'est en train de toucher le tennis, natation avec Léon Marchand, l'athlétisme, le soccer qui est en train aussi de bien se développer. Voilà, les Américains, ils savent faire, ils sont très bons dans le sport universitaire, dans la manière de développer le sport, avec le management, avec justement la pub qu'il y a autour. Enfin, voilà, ils savent faire. C'est quand même les meilleurs dans ce domaine-là, on ne peut pas le nier, quoi. Oui, puis encore une fois, tu as quand même à la base des outils incroyables pour performer. Donc, ça dépend aussi des profils, de l'ambition, de l'envie, de la vision du haut niveau, de la performance. C'est ça. Et effectivement, si tu as une grosse ambition, tu as quand même pas mal de possibilités, on va dire. Ouais, c'est quand même un système qui est bien adapté à un certain profil de joueur. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il faut être mature de pouvoir partir tout seul, parler anglais du jour au lendemain. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile et c'est pas fait pour tout le monde. Mais globalement, si tu as envie de vivre le rêve américain, de découvrir une autre langue, de voir un campus, ouais, c'est génial. C'est trop cool. Et c'est pas forcément fait que pour les joueurs qui veulent faire carrière derrière. Au contraire, c'est aujourd'hui un système qui permet à des joueurs qui sont très bons en tennis mais qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, de se dire, tiens, je pars là-bas, 4 ans, j'ai un diplôme, je suis bilingue, je vis une vie incroyable sur un campus avec des conditions exceptionnelles pour jouer au tennis, ma passion, et puis je verrai ensuite, quoi. Et la place du tennis dans les États-Unis, tu le dis, hein, ce système-là se développe beaucoup. Est-ce que tu sens que voilà, les Américains ont eu des légendes incroyables, Sampras, Agassi, enfin, il y a un paquet de méga stars. Tu sens que ouais, c'est quand même
un sport qui est très suivi par les Ouais. Américains, quoi. Ouais, c'est un sport qui plaît beaucoup là-bas. Alors, effectivement, aujourd'hui, tous les Américains, ou en tout cas la grosse majorité des Américains sur le circuit ATP, dans le top 100, sont quasiment tous sortis des universités aujourd'hui, à part Tyler Fritz et Frances Tiafoe, il me semble. Peut-être d'autres que j'oublie, mais sinon, Gigi Wolf, je veux dire, enfin, ils sortent tous de ces universités-là, en fait. C'est la fédération américaine, aujourd'hui, a une responsabilité différente de celle de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, avant de partir sur le circuit, ils passent en fac. La Fédé se dédouane un peu de leur post-formation. C'est les universités qui s'en occupent, puisqu'ils ont tellement de bonnes infrastructures, tellement de gros moyens, que la Fédé n'a plus besoin de les accompagner. En tout cas, peut-être les tout meilleurs par génération, maintenant, sont toujours avec la Fédé, mais c'est en train de changer. C'est en train de devenir une passerelle quasi certaine pour les joueurs américains avant le circuit. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais partenariats. Enfin, je veux dire, les universités et la fédération américaine travaillent vraiment Ouais. ensemble. Ouais, ils Il n'y a travaillent pas en- de chacun dans son Non, coin. non, ils travaillent en collaboration et c'est ce qui permet à tous les Américains aujourd'hui de faire les facs. Et aujourd'hui, dans le top 5 NCAA, dans le top 10 NCAA, il y a la majorité, ce sont des Américains en fait. Et tous ces joueurs-là, il y a de très grandes chances chez les hommes, que j'ai un peu plus suivi que chez les femmes, j'ai un peu moins suivi au niveau du classement, mais dans le top 10 NCAA, tous les Américains, on va quasiment à coup sûr les voir dans le top 200 dans un an ou deux, quoi, c'est sûr. Et pour faire le lien avec la Fédération française de tennis, Ouais. est-ce que tu penses que transposer un modèle d'un pays à l'autre, c'est pas forcément, je pense, le bon terme, mais tu vois, des pratiques qui seraient intéressantes de développer ici chez nous, dans quelle Bah, mesure ce serait possible aussi, mais C'est clair, il faut s'inspirer de ce système-là. Je dis pas qu'il faut tout prendre parce qu'il y a des choses qui sont pas non plus adaptées, qui sont moins bien, mais il faut s'en inspirer, c'est sûr. Après, en France, c'est compliqué aujourd'hui pour la fédération de mettre en avant plutôt les facs américaines plutôt que nos facs françaises parce qu'on développe, la Fédé est en train de travailler justement à mettre en lien les joueurs avec les universités pour faire des doubles diplômes, pour faire du distanciel. C'est compliqué de dire aux jeunes, allez à fond, tous aux US. non, mais en fait, c'est pas c'est transposer le modèle chez nous dans le sens où avoir voilà quelques Ah oui, universités. oui, oui. Mais c'est vrai que tu changes complètement un modèle pour Ouais, le et coup, puis c'est une vision, une culture aussi quelque part. C'est ça, et puis on a aussi, il faut pas se mentir, on n'a pas les moyens en France de donner autant d'argent aux fédérations, enfin aux universités pour créer des campus avec 12 cours de tennis, des couverts, des outdoors. Enfin, on n'a pas les moyens, techniquement, c'est improbable. On a déjà des soucis avec certaines écoles qui manquent de moyens, etc. J'imagine très mal qu'on mette autant d'argent pour des sports études tennis dans les universités publiques. Et franchement, le sport universitaire, c'est depuis toujours. Ça a toujours été un modèle dans le basket. On voit les joueurs en NBA. Aujourd'hui, la plupart sortent du basket universitaire. Nous, à Kentucky, on y était. On avait un match de basket universitaire. C'est juste incroyable. C'est une arena de 25 000. Elle est pleine. Chaque match, tout le monde en bleu aux couleurs de la fac. C'est limite aux États-Unis, c'est limite plus passionnant de suivre ton équipe universitaire de basket qu'une franchise NBA, quoi, parce qu'il y a des régions où il n'y a pas trop de franchises NBA, alors que des facs, il y en a partout. Donc, il y a une culture du sport qui est dingue, et je pense pas qu'on puisse rattraper ça, nous, en quelques années. C'est un truc culturel. Sur le documentaire, comment ça se passe? Comment vous allez le faire vivre dans le temps, à travers voilà, les festivals Bah, c'est un peu la prochaine étape. Là, on est en train justement d'essayer de le relayer un maximum sur les différents médias tennis comme le tien. Et d'ailleurs, merci beaucoup Je t'en prie. pour la tribune, pour l'invitation. Et voilà, après, l'idée, ça va être de s'inscrire justement à des festivals, ouais, à des concours. Il y a plusieurs concours dans le milieu du journalisme, sur les documentaires, etc. Donc, pour essayer de le faire vivre après coup encore, après sa diffusion, pour le montrer, le projeter dans des festivals, ouais, dans le cadre de concours comme il y en a des dizaines, hein, mais ouais, on va essayer. Le but, c'est qu'il continue à vivre après la diffusion, quoi. C'est simple de sortir le film, mais c'est surtout l'après en fait qui compte. Ouais, c'est l'après, parce que c'est tellement de travail que la sortie, ça dure une journée. On a quelques jours derrière où on a des retours qui sont géniaux, mais voilà, c'est l'instant de quelques jours, alors que pour le faire vivre après, un an après, 2 ans après, c'est cool. Et puis voir aussi l'évolution de nos joueurs dont on a suivi. Nous, voilà, on aimerait beaucoup pouvoir raconter la suite, en fait, maintenant. Qu'est-ce qui se passe après, dans 3-4 ans, quand Anna sera sortie de fac, quand Charles-Élie sera dans le top 100, je lui souhaite, et quand Lucas, peut-être, aura encore augmenté au classement, ou peut-être qu'il aura arrêté totalement. Enfin, voilà, raconter un peu la suite, qu'est-ce qui se passera après, quoi.
On a hâte de savoir tout ça. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose Non, non, pas spécialement. Remercier aussi Marion Gay, du coup, qui est la co-réalisatrice avec moi du documentaire et qui a mis en image le doc de manière assez incroyable. C'est notre tout premier documentaire. On n'avait encore jamais fait ça. Et on a vécu une expérience assez dingue. C'était juste exceptionnel de suivre ces joueurs-là sur leur campus, raconter ce phénomène que l'on connaît un peu de loin en France, mais on a tous entendu parler de ça, mais on n'a jamais vraiment découvert, on s'est jamais vraiment plongé là-dedans dans le cadre d'un documentaire. On n'en avait pas trop encore vu des docs sur ce sujet-là, donc pour ça on est vraiment content et c'est cool de pouvoir en parler avec toi, quoi. Et d'ailleurs, oui, il y a une dernière question qui me vient en tête aussi, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, il y a un travail qui est faramineux quand même de mise en place. Combien de temps ça te prend, tu vois, sur une journée, tu fais des tournages, interview, tu dois avoir énormément de rush. Ouais. Comment tu t'organises? Il y a plusieurs façons de le faire, hein, mais comment toi tu t'organises? Tu dérushes tout de suite? Tu fais En triche? fait, donc au global, nous on a ramené plus ou moins 800 gigas d'images, sachant qu'on n'a pas tourné en 4K non plus. Donc Ouais. c'est déjà beaucoup. Mais on a plus ou moins 3 semaines de tournage, on va dire, tout cumulé. Donc après, oui, il faut tout ranger sur des disques, précieusement, parce que faut pas perdre les rushs. Et puis oui, on faisait des rushs un peu chaque soir, en fait. Après chaque journée de tournage, on regardait un peu les rushs. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qu'il faut aller chercher demain, qu'on nous a pas encore dit. Voilà, et après, il y a un gros travail quand on est rentré à la toute fin, des rushs totales de tout ce qu'on a tourné, d'écriture du doc aussi, parce que malgré tout, ça se fait un peu en amont, avant le montage, pour savoir un peu où on va, dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte. Donc oui, ça prend un temps considérable, mais c'est passionnant. C'est vraiment un truc exceptionnel à faire, et notamment quand c'est ton Oui. projet, ton bébé, c'est excitant et c'est passionnant à faire, quoi. Ouais, c'est clair. En termes de temps, à peu près, au retour, comme tu disais, de dérusher l'ensemble, écrire le doc. Je dirais bien 2 semaines de travail, quoi. Ouais, ouais, ouais. 2 semaines en temps plein, et puis après, tous les jours jusqu'au montage, tu te questionnes, tu penses à comment tourner les choses. Ça, on pourrait le faire mieux, ça, on pourrait le faire différemment. Et puis après, il y a tout l'après-montage. Une fois que tout est monté, il faut gérer le mixage, l'étalonnage, les différents exports, poser les graphismes. Donc ouais, entre le moment où on est rentré de tournage et la fin avec la production, la post-production et la com, il y a un bon gros mois et demi de travail, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Et top. puis, à très vite. À très vite. Merci pour l'invitation. Je t'en prie.